Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans la dernière lettre aux actionnaires d'Adyen pour le second semestre 2025. C'est un document qui est à la fois un bulletin de santé financier et une véritable déclaration d'intention. Notre mission, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre non seulement comment Adyen gagne de l'argent, mais surtout comment il compte dominer ce secteur de la fintech qui est en pleine ébullition. On va regarder les chiffres, bien sûr, mais surtout la stratégie qui se cache derrière. Absolument. Et c'est là que ça devient passionnant. On pourrait se contenter de lire les chiffres. Mais le vrai trésor dans ce document, c'est leur vision. Ils articulent tout autour de deux idées fondamentales qui vont revenir sans cesse. La première, c'est le commerce unifié. Cette obsession de faire disparaître la frontière entre les achats en ligne et en magasin. La seconde, et c'est peut-être la plus importante, c'est une nouvelle couche technologique qu'ils appellent l'identification dynamique. Ce n'est pas juste un rapport financier, quoi. C'est une véritable feuille de route qui nous dit « voici comment nous allons construire l'avenir du commerce ». Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Commençons par les performances financières, la base de tout. Les chiffres du second semestre 2025 semblent très solides. On parle d'un chiffre d'affaires net de 1,27 milliard d'euros. C'est une croissance de 17% sur un an, et même 21% si on oublie les fluctuations des monnaies. Et le volume total de transactions traitées est colossal, 745,3 milliards d'euros. C'est énorme. Mais le chiffre qui frappe le plus pour moi, c'est la marge d'EBITDA. Elle est de 55%. Ah oui, Pour donner un ordre d'idée, l'EBITDA, c'est un peu une mesure de la rentabilité brute de l'activité, avant impôts, etc. Atteindre 55%, ça signifie qu'il génère une quantité de cash très très impressionnante sur chaque euro de revenu. L'EBITDA lui-même s'élève à 702,1 millions d'euros, en hausse de 23% sur un an. Ça montre une machine qui est non seulement en croissance, mais aussi extrêmement rentable. Et ça leur donne les moyens de leurs ambitions. et il y a une subtilité dans leur com que je trouve intéressante. Ils mentionnent souvent leur croissance en excluant ce qu'ils appellent un client unique à grand volume. Sans ce client, la croissance du volume est de 19%, alors qu'elle n'est que de 12% en l'incluant. C'est un peu une façon de dire ne vous inquiétez pas, notre croissance n'est pas artificielle, elle est saine et diversifiée. Exactement. C'est une manière de rassurer sur la qualité de la croissance. Et sur l'année complète 2025, la tendance se confirme avec un chiffre d'affaires net de 2,36 milliards et une marge d'EBITDA à 53%. Et puis, il y a un autre chiffre qui est fondamental pour comprendre leur stratégie. C'est le volume des paiements au point de vente physique. 311 milliards d'euros, en hausse de 34%. Ça prouve de manière éclatante qu'Adyen n'est plus seulement un champion du e-commerce, mais un acteur majeur du monde physique. Ces chiffres sont solides, c'est clair. Mais des bons chiffres, beaucoup d'entreprises de la tech peuvent en présenter. Ce qui est fascinant ici, c'est la machine qui les produit. Vous avez mentionné au début cette idée de couche fondamentale et surtout cette nouvelle brique, l'identification dynamique. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça dépasse le simple traitement de paiement. On touche au cœur du réacteur. Historiquement, Adyen reposait sur deux piliers. Leur plateforme tech unique, qui gère tout de A à Z, D'accord. et leur propre licence bancaire qui leur donne une indépendance totale. L'identification dynamique, c'est la troisième couche. C'est une couche d'intelligence. L'idée, c'est d'utiliser les données de milliards de transactions, en ligne comme en magasin, pour ne plus se contenter d'autoriser ou de refuser un paiement. Le but, c'est de comprendre qui est l'acheteur en temps réel. On passe d'un contrôle de papier d'identité statique à une reconnaissance de visage dynamique, si on veut une analogie. Et cette intelligence, ils la mettent au service de quoi concrètement? La lettre parle beaucoup d'un nouveau module, Personalize. Oui, et c'est une excellente illustration. Personalize, en gros, ça permet d'adapter l'écran de paiement final en fonction de l'acheteur. Imaginez, le système peut proposer de manière plus visible une méthode de paiement qui coûte moins cher aux commerçants. Attendez, guider un acheteur vers une option moins chère pour le commerçant, ça me semble risqué. Est-ce qu'on ne risque pas de frustrer le client qui a ses habitudes, ou même de perdre la vente juste pour économiser quelques centimes? Comment est-ce que ça peut fonctionner sans nuire à l'expérience? C'est la question clé, et c'est là que l'intelligence entre en jeu. Le système ne fait cette suggestion que si les données indiquent avec une très forte probabilité que l'acheteur finalisera son achat de toute façon. S'il s'agit d'un client hésitant ou d'un premier achat, là, le système va privilégier la fluidité et proposer les options les plus familières. Il ne prend pas ce risque-là. Je vois.
Et le résultat des pilotes sont là. Ils parlent d'une amélioration de la conversion allant jusqu'à 6% et d'une réduction des coûts de transaction jusqu'à 3%. C'est loin d'être anecdotique à grande échelle. C'est une optimisation très fine. L'exemple de Hopi, ce service de mobilité, est parlant. Ils ont réduit leurs coûts de 2% en s'étendant dans de nouvelles villes, juste grâce à ça. Mais cette technologie d'identification ne sert pas qu'à optimiser les coûts, n'est-ce pas? Non, et c'est là qu'on découvre une autre application, peut-être encore plus puissante. La lutte contre l'abus des politiques commerciales. On ne parle pas de fraude à la carte de crédit, mais de quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire? Les retours excessifs, les demandes de remboursement systématiques, chaque action prise isolément paraît légitime. Mais en agrégeant les données, l'identification dynamique peut repérer des schémas. Au lieu de voir 10 transactions remboursées, le système voit un seul acheteur qui se fait rembourser 10 fois. C'est un peu comme si Adyen devenait un détective privé pour ses clients. Les exemples qu'il cite sont assez incroyables. Ils sont frappants. Pour un grand groupe de luxe, ils ont identifié des individus qui avaient reçu jusqu'à 5 000 € de remboursement, soit parfois 20 fois la valeur de leur panier moyen. 20 fois. Un autre client du divertissement a repéré un utilisateur dont près de 70% des transactions étaient remboursées sur plusieurs années. Sans cette vue unifiée, c'était impossible à voir. Et l'avantage, c'est que le commerçant peut alors prendre des mesures ciblées, comme refuser un remboursement à un abuseur connu, sans avoir à durcir sa politique de retour pour tous ses clients honnêtes. On voit bien comment cette couche d'intelligence devient un véritable avantage compétitif. Et ça nous amène naturellement à l'autre concept clé, le commerce unifié. Parce que pour que cette identification fonctionne, il faut des données qui viennent de partout, du site web comme du magasin au coin de la rue. C'est le nerf de la guerre. Pour Adyen, le point de vente physique n'est pas un canal de vente séparé. C'est une source de données cruciale. Avoir une vision à 360 degrés du client, c'est le Graal du commerce moderne. Et c'est un avantage structurel qu'il est très difficile de copier à grande échelle. Le week-end du Black Friday Cyber Monday, c'est leur crash test annuel. Et les chiffres sont vertigineux. Ils ont traité 837 millions de transactions avec une fiabilité quasi parfaite, à 99,999%. Mais le chiffre le plus fou, c'est qu'ils ont réussi à reconnaître en temps réel près de 95% des 400 millions d'acheteurs uniques sur leur plateforme. Ah oui. C'est ça, la puissance de l'identification dynamique en action. C'est un volume de données colossal. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'en tirer des conclusions un peu hâtives? Le fait que le panier moyen soit 28% plus élevé en magasin qu'en ligne, pendant le Black Friday par exemple, est-ce que ça reflète une tendance de fond ou juste le comportement spécifique à un week-end de chasse aux bonnes affaires? C'est une excellente question. Il faut toujours se méfier des données d'un seul événement. Cependant, ça corrobore une tendance plus large observée par de nombreux commerçants. Le magasin physique n'est pas mort, il se transforme en un lieu d'expérience, où l'achat est souvent plus réfléchi et le panier plus élevé. Pour Adyen, c'est la validation que leur stratégie d'unifier les deux mondes est la bonne. Et pour prouver que ce n'est pas que de la théorie, ils mettent en avant des partenariats avec des noms comme LVMH, Lufthansa, Uber. Parlons de Starbucks, c'est un cas d'école. On parle de près de 1000 cafés à équiper au Royaume-Uni, en Autriche et en Suisse. Le défi, c'est de le faire sans paralyser l'activité. On imagine mal un Starbucks fermer ses portes pendant une semaine pour une mise à jour technique. Et c'est là qu'on mesure leur capacité d'exécution. Ils ont réussi ce tour de force en 7 semaines, en installant parfois jusqu'à 125 magasins en une seule semaine, le tout pendant les heures d'ouverture, pendant que les baristas servaient les cafés. C'est fou. Et pour un client comme Starbucks, où chaque minute compte, une fonction comme le Store and Forward est vitale. C'est une sécurité. Si la connexion Internet du magasin lâche, le terminal de paiement continue d'accepter les cartes. Il stocke les transactions et les envoie dès que le réseau revient. Et concrètement, ça représente quoi? Depuis août 2025, ils disent que cette fonction a sauvé plus de 45 000 transactions Starbucks qui auraient autrement échoué. 45 000 cafés qui ont été vendus au lieu de créer 45 000 clients frustrés. C'est tangible. L'exemple d'Uber est aussi très parlant pour cette fusion du physique et du numérique. Ces bornes Tap to Ride dans les aéroports. On arrive dans un pays étranger, le téléphone n'a pas de réseau, la batterie est faible, et on peut commander une voiture juste en posant sa carte de crédit sur une borne. C'est simple, mais ça résout un vrai problème. C'est l'illustration parfaite de la manière dont Adyen aide les géants du numérique à s'ancrer dans le monde physique. Et ça nous amène à l'étape suivante de leur stratégie. Parce qu'une fois qu'on gère les paiements entrants et sortants, en ligne et en magasin, pourquoi s'arrêter là? Exactement. On voit bien qu'il ne se voit plus comme un simple processeur de paiement.
La lettre parle de plus en plus d'émissions de cartes, de financement pour les entreprises avec leurs produits capital, de comptes bancaires professionnels. On a l'impression qu'ils construisent une infrastructure financière complète. Ils ne sont plus seulement la caisse, ils deviennent la banque de leurs clients. C'est tout à fait ça. Les chiffres le montrent. En 2025, les volumes d'émissions de cartes ont été multipliés par 8. Par 8. Les prêts accordés via Capital ont plus que doublé. Ils regroupent tout ça sous un nom un peu marketing, Intelligent Money Movement, ou IMM. L'idée est simple, résoudre le cauchemar de la fragmentation financière. Une étude qu'ils ont menée avec le Boston Consulting Group a révélé qu'une entreprise de taille moyenne jongle avec plus de 40 comptes bancaires différents. 40 comptes bancaires, c'est vertigineux. On imagine la perte de temps et d'efficacité. C'est une complexité énorme. Donc IMM, c'est une promesse de simplification radicale. C'est la promesse d'une plateforme unique pour consolider les encaissements, gérer la trésorerie et effectuer les décassements avec une vue en temps réel. L'exemple de Navan, la plateforme de gestion de voyage, est parfait. Sur une seule intégration Adyen, ils peuvent émettre des cartes de paiement pour les employés, accepter les paiements de leurs clients et gérer leur flux de trésorerie. C'est un gain d'efficacité colossal. C'est fascinant de voir comment toutes les briques s'assemblent. On est parti des paiements et on arrive à l'IA qui fera nos courses. C'est une vision assez vertigineuse. La lettre parle même de se préparer au commerce agentique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est leur vision du futur très proche, où des assistants d'IA personnels feront des achats à notre place. Siri commande-moi une pizza, mais en beaucoup plus complexe. Dans ce monde, comment une banque ou un commerçant peut-il être sûr que l'intention d'achat est réelle et non frauduleuse, alors qu'il n'y a plus d'humains qui cliquent sur « acheter ». L'identification dynamique devient alors la clé de voûte pour authentifier ces transactions autonomes. Et ils ne développent pas ça tout seuls dans leur coin, j'imagine. Ce serait le meilleur moyen de créer un système fermé qui ne parle à personne d'autre. Non, et c'est un point crucial. Ils insistent sur le fait qu'ils collaborent avec OpenAI, Google, Visa, Mastercard pour créer des standards ouverts. L'objectif, c'est d'éviter la guerre des écosystèmes propriétaires pour que ce futur commerce, piloté par l'IA, reste interopérable et ouvert. C'est une vision à long terme. Mais pour revenir sur Terre, comment est-ce que tout ça se traduit dans leurs prévisions pour 2026? Sont-ils aussi optimistes qu'ils en ont l'air? Ils le sont, mais avec une certaine prudence. Pour 2026, ils visent une croissance du chiffre d'affaires net entre 20 et 22% à taux de change constant. C'est solide. Ils prévoient aussi de continuer à investir massivement en recrutant entre 550 et 650 personnes, surtout aux États-Unis et dans leurs centres technologiques. Et l'impact sur la rentabilité? Parce qu'embaucher autant de monde, ça a un coût. C'est là qu'on voit leur discipline. Ils annoncent que la fameuse marge d'EBITDA devrait rester stable par rapport à 2025 à cause de ces investissements. Mais ils réitèrent leur objectif à long terme. Dépasser les 55% de marge d'ici 2028. Le message est clair. Nous investissons pour l'avenir, mais sans sacrifier notre modèle économique ultra rentable. C'est cet équilibre qui plaît tant au marché. Donc si on résume, ce n'est plus juste une histoire de tuyauterie financière. Adyen est en train de construire un véritable cerveau par-dessus, cette identification dynamique. Et ce cerveau ne se contente pas d'approuver une transaction, il comprend le client, il anticipe les abus, il optimise les coûts en temps réel. C'est peut-être ça la véritable rupture qu'ils sont en train d'opérer. Exactement. Ils prennent des problèmes complexes et coûteux pour les commerçants, la fraude subtile, la gestion de 40 comptes bancaires, et les transforment en produits qui créent de la valeur. Et le fait que des entreprises comme Starbucks ou LVMH leur fassent confiance pour gérer la complexité du commerce unifié, où le physique et le numérique ne font plus qu'un, prouve que leur technologie et leur exécution sont à la hauteur de leur vision. Et pour conclure, comme d'habitude, une dernière pensée pour aller plus loin. Le rapport illustre parfaitement comment des entreprises nées sur Internet, comme Uber ou le géant brésilien de la livraison iFood, se déploient massivement dans le monde physique. Adyen est clairement leur partenaire de choix pour cette transition. Alors que la frontière entre le commerce en ligne et hors ligne s'estompe, la question qu'on peut se poser est la suivante. Le futur grand gagnant de la fintech ne sera-t-il pas celui qui maîtrisera le mieux la complexité du monde physique et non plus seulement celle du monde numérique? Le véritable champ de bataille pour l'avenir du commerce se situerait-il finalement au point de vente physique